on a l'habitude de dire que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est aussi vrai dans des problèmes de crimes de masse. Généralement, quand on considère les vrais tueurs, il n'y en a pas tant que ça. S'il n'y avait pas eu manipulation, le commun de la population serait en mesure de maîtriser, même sans armes, de leurs propres mains, les personnes qui débordent. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une grande majorité de gens qui se taisent, qui ne sont pas pour le crime, mais qui ne parlent pas. Donc, qui, d'une certaine manière, deviennent des complices involontaires. Et ces gens-là, ils ont beau être nombreux, ils n'aident pas beaucoup. Ils n'aident pas beaucoup et c'est pour cela que je parle des personnes qui agissent, des personnes agissantes, donc des personnes qui osent poser des actes, qui osent élever la voix. Évidemment, c'est pas évident. Quand on sait qu'en élevant la voix, on peut aussi y laisser sa vie, mais il faut accepter de prendre des risques. Chez moi, on parlait beaucoup par proverbe. Hein. Et chez moi, on dit que si tu n'acceptes pas de verser ton sang pour ton pays, les chiens le boiront pour rien. Donc, histoire de dire que, quoi qu'il en soit, tu mourras un jour. Alors, si tu as des choses à dire ou des choses positives à faire, fais-les. À la limite, souffre du juste que tu as posé au lieu d'être là juste comme un spectateur. Et je pense que c'est parfois de décider d'agir dans des moments comme ça vous sauve. Ça vous sauve parce que à un moment donné, on fait face à l'horreur, on fait face à des coups répétés qui viennent de plusieurs côtés et où on décide de dépasser ça, d'avancer et d'agir, ou alors on s'assoit et on accepte et on tombe dans la dépression. Avec d'autres, j'ai choisi d'agir. En pensant aux autres, en agissant pour les autres, on dépasse un peu sa petite personne et on relativise. On se rend compte qu'après tout, on a beaucoup de chances d'être encore en vie. Alors qu'il y a d'autres qui étaient même plus méritants, qui avaient fait tellement de choses, qui étaient plus jeunes, qui avaient encore tellement de choses à vivre, qui étaient le soutien ou l'espoir de leur famille et qui, en mourant, ne meurent pas seuls, mais meurent avec tout l'espoir que cette famille avait investi en cette personne. Et on se dit, moi, je suis encore là, j'ai survécu, j'ai rien fait pour survivre, c'est juste que j'ai eu de la chance, il ne faut pas que cette chance soit perdue. Et alors, on avance, et en avançant, on relativise ses propres problèmes, en essayant d'aider les autres, et on s'aide soi-même, quoi. Donc, moi, quand cela est arrivé, je venais de terminer un 3e cycle en théologie ici à Leuven, c'était dans les années 90. Je venais juste de rentrer au Rwanda, et je venais justement aussi de sortir du moule, parce que j'avais refusé de présenter une thèse de doctorat. J'avais présenté une non-thèse à la place d'une thèse, parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont cette science, entre guillemets, était faite. Et donc, disons que j'étais sorti de la catégorie des gens manipulables. Donc, j'avais développé ma propre vision de l'histoire. J'avais développé ce que j'appelle la théorie de la bonne puissance. Et la bonne puissance, c'est la stabilité, l'énergie et l'union. La stabilité qui consiste à vivre sa vie sans peur. L'énergie qui consiste à pouvoir se relever même après le malheur. Et l'union qui consiste à ne considérer personne comme un ennemi. Et c'est à partir de ça, quand mon évêque d'alors m'a demandé de mettre en place le service d'animation théologique de son diocèse, et que je me suis fait aider par Modeste et Innocent, on a justement commencé à travailler la population, surtout la population chrétienne. On a commencé par les chrétiens, les responsables des communautés chrétiennes, pour les rendre non manipulables, justement. Donc, pour leur apprendre à accueillir la paix en soi et à devenir un témoin de la paix autour de soi. Et en leur disant, voilà, l'évangile, en fait, est à propos. L'évangile est connecté à la violence.
Et l'évangile est la fin de la violence. C'est la fin de la guerre juste ou de la guerre justifiée. Quand, par exemple, Saint Pierre tire l'épée pour défendre Jésus, Jésus lui dit « Rengaine ton épée ». Ce n'est pas comme ça qu'on va mettre un terme à la violence. Ce n'est pas en utilisant la violence. Et qui utilise l'épée périra par l'épée. Et donc, l'évangile est lié à la violence, mais c'est la fin de la violence. Et la fin de la violence, c'est quand je peux me laisser violenter sans réagir, c'est-à-dire sans répliquer à la violence, pas la violence, mais en appelant la personne qui me violente à son humanité. Donc, lui rappeler qui il est, qui je suis et la relation qui nous unit. Donc, ce n'est pas donc en ripostant, ce n'est pas non plus en fuyant, c'est en restant et en appelant l'autre, en rappelant la conscience de l'autre. Et donc, c'est ça qu'on apprenait aux responsables des communautés chrétiennes. Et celui qui était le préfet de la préfecture de Boutaré, à ce moment-là, il nous a dit, mais ce que vous êtes en train de dire aux chrétiens est tellement important que vous ne pouvez pas le garder au sein d'une confession religieuse. Je vais vous donner les sous-préfets, les bourgmestres, les responsables de la chose publique, les militaires, les gendarmes. Vous allez former tout ce monde à ce mode de pensée. Et donc, nous avons formé des gens, tous les dirigeants de la préfecture de Boutaré, en 1993, à ce que nous appelions justement la voie de la paix. Et ils nous ont même envoyé parler à l'autre parti en conflit, c'est-à-dire au Front patriotique rwandais, à Mulindi. Et on est allé, Innocent et moi, à parler avec eux de la voie de la paix. Évidemment, ça n'a pas empêché le génocide, mais... Donc, nous étions en train de créer une autre conscience, ce que j'appelle la troisième voie. Donc, il y a la première voie, c'est la voie de celui qui tient le pouvoir. La deuxième voie, c'est la voie du rebelle qui attaque le pouvoir. Et la troisième voie, c'est quelqu'un qui est au milieu, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui est l'un et l'autre. Ça, c'est la troisième voie. Donc, c'est ça qu'on essayait de créer. Donc, on peut donc... j'allais dire résister, mais en fait, dans la théorie que je suis, c'est la théorie de la non-résistance. La non-résistance aux méchants, comme dit l'Évangile. Mais la non-résistance au sens du tai chi. Et dans le tai chi, on dit qu'il y a de l'acier dans le coton. Le coton, ça veut dire je ne vais pas vous faire mal. Mais il y a de l'acier à l'intérieur, ça veut dire vous n'allez pas non plus me faire mal. Vous ne pourrez pas. Je suis suffisamment puissant pour contrer votre négativité. Donc, c'est l'acier dans le coton. Donc, je ne te fais pas mal, je ne vais pas non plus fuir, je vais rester et je vais te convoquer dans ton humanité. C'est ça la seule façon de prendre une autre voie que celle de la violence ou de la contre-violence. Voilà. En fait, moi, je suis en Europe depuis 1965. Et je suis retourné 30 ans après, en 1995. Et donc, ma vie était construite en fait pour vivre à l'étranger comme exilé. Mais comme je viens de vous dire, la question du génocide, c'était trop interpellant qu'il me semblait que j'avais quelque chose à faire. Et que je me sentais interpellé à faire quelque chose. C'est ce que j'ai essayé. Mais il me semblait que... mes propres préférences passaient en arrière-plan par rapport aux obligations, aux exigences qui me semblaient découler du génocide par rapport à des gens qui voulaient réinventer l'humanité et un peu aider les Rwandais à retrouver l'humanité. Bon, moi, j'ai résisté de deux côtés, en utilisant les choses que je savais le mieux faire. C'est-à-dire, j'ai résisté par la culture, parce que, comme je le disais avant, j'avais une troupe de théâtre, et dans la troupe de théâtre, il y avait des Hutus et des Tutsis, des Congolais et des Rwandais. Et les Hutus et les Tutsis qui étaient là n'étaient pas rentrés de la troupe en tant que Hutus ou Tutsis. Ils étaient rentrés de la troupe parce ils aimaient faire du théâtre et qu'ils savaient le faire. Et ça faisait quand même plus d'une année que la troupe existait. On était devenus comme des frères dans le groupe. Et au début, on s'était dit qu'on allait peut-être arrêter de continuer de jouer parce qu'on se disait la guerre va prendre 6 mois ou 3 mois. On va profiter de cette période pour préparer les pièces de théâtre à faire. Mais après, on s'est dit oui, mais si on sautait maintenant,
alors que c'est à ce moment-ci où les choses sont en train de déraper, est-ce que nous aurons assumé notre rôle d'artiste et notre rôle de flambeau que nous reconnaît la population? On a continué à jouer, mais c'était très difficile de le faire dans des quartiers balkanisés. Parce que quand nous allions dans un quartier Hutu, moi j'avais peur pour les acteurs Tutsi. Et quand on allait dans un quartier Tutsi, j'avais peur pour les acteurs Hutu. Et jouer sur scène devant un public, mais je dois reconnaître que vraiment on n'a jamais eu d'agression dans aucune des salles en tant qu'acteur. Mais ça, on ne le savait pas. Jouer avec la peur au ventre en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ?» Là où quand les gens lèvent les mains pour applaudir, tu te dis « est-ce que c'est pour lancer une grenade ?» C'est quand même une trop forte pression. Donc du coup, je me suis dit « non, on va arrêter d'aller jouer devant les gens comme ça. On va faire du théâtre sur vidéo. » Il y avait beaucoup d'ONG qui étaient en demande de sensibiliser les gens au nombre de comportements humanitaires en période de conflit. Ils se sont dit, passer par le théâtre, c'était le meilleur moyen pour que les gens accrochent et voient ça à travers une situation, au lieu de venir leur faire un discours où on n'était pas sûr de ce qu'ils allaient retenir. Moi, j'écrivais une pièce de théâtre en intégrant là-dedans tout ce qu'ils voulaient faire passer. On préparait ça avec les acteurs et donnait les moyens. On allait filmer sur terrain la pièce et puis alors on allait projeter la pièce dans les quartiers. Et là qui était balkanisé Hutu, il y allait les Hutus de la troupe, mais on projetait la vidéo où tout le monde avait joué et vice-versa. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte aussi qu'on ne touchait pas énormément de monde parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits au Burundi où il y a l'électricité. Et ça, c'était indispensable. Et quand on devait se déplacer avec les groupes électrogènes et tout ça, qui était un matériel cher, nous mettait aussi en danger. Donc, du coup, avec l'appui alors du studio Ijambo dont je parlais, ils m'ont dit, mais pour atteindre plus le public, est-ce que ce ne serait pas mieux de passer par un feuilleton radiophonique? Parce qu'il y a plus de radio que de télévision au Burundi. Et pour la radio, beaucoup se déplacent et peuvent aller écouter chez les voisins. Et donc, du coup, j'ai commencé ce feuilleton-là, que j'ai écrit. J'ai fait 901 épisodes, de 30 minutes chacun. Bon, on parlait d'amour, évidemment, comme fil conducteur, entre un garçon et une fille d'ethnie différente. Et autour d'eux, on parlait de tout ce qui s'est passé, de ces guerres, de ces gens qui agissent, pour amener les gens à garder la conscience vigilante de ce qui est en train de se passer et qu'il faut mettre tout en œuvre pour que quand la guerre prendra fin, on soit en mesure de regarder les gens dans les yeux. Donc qu'on n'ait pas à chercher ou aller se cacher ou à fuir. Donc de ce côté-là, j'ai agi par rapport à la culture et j'ai agi à travers les femmes parce que ça c'était aussi mon secteur d'activité. Et nous avons, avec d'autres femmes, une dizaine de femmes, Hutu et Tutsi, nous sommes bien ensemble pour essayer de faire revivre ensemble les femmes d'abord. Donc de remettre en lien les femmes Tutsi qui habitaient avant avec les femmes Hutu et qui avaient fui différemment. Donc amener ces femmes à comprendre que si elles ont dit, d'abord qu'elles ont dû toutes fuir, elles ont dû toutes abandonner leur foyer, elles vivent les mêmes souffrances par rapport à une situation qui leur est extérieure et qu'elles ne devraient pas se reprocher. Donc qu'elles ne deviennent pas ennemies, qu'elles ne développent pas de haine entre elles. Il n'y a aucun des deux groupes qui a de responsabilité dans ce qui leur est arrivé. Et on a commencé par un quartier. Les femmes se sont rajoutées dans ce mouvement-là. C'est devenu finalement une association de Shirehangwe qui existe même maintenant sur tout le pays. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est de créer un espace de communication, un espace de parole. Pour créer un tel espace, il faut mettre des règles de protection. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut inventer de nouvelles normes, de nouvelles valeurs qu'on va partager. Et une communauté, en fait, se définit toujours par la proximité, par les valeurs qu'ils partagent. Pour créer une communauté, on parle de sa propre histoire.
de ses propres blessures, de ses propres conflits. Et donc, dans ce que nous faisons, c'est amener les gens à parler de l'expérience qu'ils ont vécue pendant le génocide, avant, pendant le génocide, après, les émotions qu'ils ont vécues, les deuils qui accompagnent ça, les émotions, la gestion des sentiments tels qu'ils ont pu le faire, et comment petit à petit ils peuvent se réconcilier d'abord avec eux-mêmes et puis avec les autres, avec le monde, avec Dieu pour ceux qui croient, avec les morts, avec les vivants. Dans 20 ans, dans 30 ans, je ne serai plus là. Le monde est tellement bouleversé. Il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent plus de boulot. Parce que c'est la fin d'une période. Parce que, à l'époque de la Première Guerre mondiale, les gens travaillent pour être ouvriers. Maintenant, on n'a plus besoin d'ouvriers, on n'a plus besoin de taximans, on n'a plus besoin. Plusieurs métiers vont disparaître. Et comment on va faire tout ça? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais je crois qu'eux, ils peuvent inventer quelque chose. Parce que l'intelligence humaine est quelque chose d'imaginable. On ne peut pas imaginer avant. Il ne faut pas désespérer, en tout cas. Il faut toujours essayer de se comprendre. Pour se comprendre, il faut essayer, même, c'est un peu drôle, essayer de méditer. Prendre le temps de faire, d'essayer de comprendre vous-même. Maintenant, et je crois que c'est ça, finalement, qui va nous aider à s'entretenir. Je pense qu'il n'y a qu'une voie. C'est d'abord se tourner vers l'intérieur. Apprendre qui ils sont vraiment. Et une fois qu'ils ont appris comment ils fonctionnent réellement. Et donc commencer par développer cette fameuse puissance intérieure qui tient à leur véritable identité. Alors ils vont devenir des cailloux dans le système. Ils vont inventer autre chose. Mais la première chose à faire, c'est réellement de se tourner vers l'intérieur. Ils doivent faire très attention parce qu'ils sont dans une société terriblement divertissante. C'est pour ça que j'appelle moi le téléphone, par exemple, le smartphone. C'est une arme de distraction massive. Et ils sont massivement distraits, malheureusement. Donc, il faudra qu'ils se reprennent et qu'ils découvrent d'abord leur propre puissance à l'intérieur. Le rôle des jeunes est fondamental pour sortir des violences et aussi pour le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est par les jeunes qu'on passe pour entretenir la violence. Et c'est facile à comprendre parce que les jeunes ils sont idéalistes, ils sont enthousiastes. Quand on arrive à les mobiliser sur quelque chose, ils rentrent dedans et ils rentrent totalement. Si on arrivait à avoir une jeunesse qui est éprise de paix, une jeunesse qui est contre la violence, alors le politique ou tous les autres fauteurs de troubles auraient beau avoir envie d'entretenir la violence, ils auraient du mal à trouver de la main-d'œuvre pour leur violence. Et de plus, les jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Plus le monde est de la violence, plus c'est eux qui perdent. Ils sont ceux qui ont le plus à perdre dans la violence parce que, bon, ils arrêtent leur scolarité, et ils n'ont pas d'emploi, ils partent dans l'errance. Et en même temps aussi, c'est souvent ceux qui ont le moins connu des violences antérieures. Et ils peuvent donc plus facilement aller de l'avant et ne pas être et ne pas retourner, toujours ressasser les violences qu'ils ont déjà connues. Ils peuvent se dire, nous on est ici, les violences il y a eu, mais est-ce que nous voulons vivre ces violences qui passaient ou nous voulons aller de l'avant dans la paix, dans un pays où chacun de nous a ses chances de s'épanouir, où on peut avancer sans pour autant piétiner l'autre. Je pense que les jeunes ont plus sont notre chance de sortir de l'ornière.
des jeunes il faut qu'ils refusent. Et je les vois, je commence par les miens, ma cadette, elle refuse cette société. Elle dit, mais c'est une société de dingue, et je ne veux pas fonctionner là-dedans. Alors, il faut qu'elle invente notre chemin. Je ne sais pas ce qu'elle va inventer, mais elle va certainement inventer notre chemin. Ce sont les jeunes qui vont inventer notre chemin en refusant de fonctionner dans une société de dingue. Voilà. Mais moi, je suis BBC. BBC, ça veut dire Born Before Computer. Donc, je ne sais pas, les gens qui sont nés après le computer, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer. Je sais qu'ils peuvent inventer beaucoup de choses. Bon, d'abord, parce que si on vous demande quelque chose et que vous l'avez, il faut le donner. Si on me demande de témoigner que je peux le faire, je le fais. Mais pour moi, c'est aussi une voie pour éduquer. C'est une voie pour éduquer, c'est une voie pour faire passer ce que je crois être essentiel à faire passer à l'humanité. Vous voyez mon âge et mes cheveux. Je suis à l'âge de la transmission. Donc le témoignage est une voie de transmission. Comme je vous ai déjà dit que l'important c'est faire quelque chose. Même aussi pas imparfait, mais faire quelque chose quand même. Et continuer à parler, continuer à dire, continuer à remémorer ce qui s'est passé. Il faut continuer quand même, espérer quand même, aimer quand même, continuer à parler quand même. Voilà ce que je me donne un petit mot d'ordre à moi-même pour m'encourager chaque matin. Opter pour que le bien gagne, que la paix gagne, que la non-violence gagne, parce qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas à ça. Et je crois que essayer la démocratie, c'est ce que vous faites aussi. C'est de se dire, bon, au lieu de régler les conflits à coups de poing, on les règle en parlant ensemble. Il faut toujours confiance en la vie. Il faut toujours aimer. Il faut toujours voir la beauté des choses. Je me dis que les tortionnaires, ce sont des gens qui ne savent pas aimer. Ils ne s'aiment pas lui-même. Et si on ne s'aime pas soi-même, on n'aime pas les autres. Il faut d'abord aimer soi-même. Il faut d'abord être l'acteur de soi-même. Il faut essayer d'être l'acteur de soi-même. Et il faut toujours apprendre à désapprendre. Parce qu'on est dans la période de l'information rapide, de Facebook, de tout ça, de téléphone portable, tout le monde passe son temps avec ça. C'est difficile, mais je crois quelque part, il faut toujours laisser son temps à soi-même, à se libérer de tout ça. Et je dis que pour moi, ce qui m'a sauvé, c'est la confiance en moi et en les gens qui m'entourent. D'abord mon épouse et aussi ce qui m'a sauvé, c'est la lecture, c'est les livres. Le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de refuser tout appel à la violence d'abord, de ne pas se laisser manipuler, de travailler avec leur logique. Donc chaque fois qu'on les attire, qu'on leur donne une info, de prendre le temps de l'analyser. Moi, je pense qu'il n'y a que la raison qui peut aider les gens à pouvoir discerner les choses dangereuses et les choses non dangereuses. C'est d'abord que les jeunes, le premier conseil, c'est de chaque fois questionner ce qu'on nous dit. Questionner, analyser, poser des questions. Et ne pas suivre le premier venu qui vous dit vous allez partir au paradis ou vous allez faire ceci. Donc se méfier des gens qui donnent des solutions du paradis tout de suite. Donc moi je pense que l'idée fondamentale
qui est l'idée humaine, c'est d'utiliser sa raison. Interroger, questionner, ne pas suivre le premier venu. Quand vous entendez des choses qui vous paraissent inhabituelles, poser des questions, en parler autour de vous, aux parents. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est vrai? Et puis, rechercher toujours ce qui peut construire l'humanité et faire se rencontrer les gens. Tout ce qui est à l'encontre de ça, questionner et ne pas aller dedans. Remember who you are. Souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une émanation singulière de la vie universelle, un rayon divin. Alors, développe cette émanation, développe ta divinité. Ne crois pas aux gens qui disent que tu ne vaux rien. Tu es divin à l'intérieur. Et alors, le divin se manifeste par la paix, la joie et l'amour. Développe ta paix, ta joie et ton amour et transmets-le à nous tous.